Je vous propose, c'est de débuter cet événement déjà par un merci. Merci d'être là aujourd'hui pour le premier épisode d'une nouvelle série d'interventions d'EY autour des paiements. Donc, je me présente, je suis Olivier Perrin, associé de partner chez EY en co-animation sur la practice paiement. Et donc, aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, pour nous, est l'avenir des paiements autour du wallet, autour plutôt des wallets, puisque vous verrez qu'il y a plusieurs notions autour des wallets et on rentrera un peu plus dans le détail. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de vous présenter nos intervenants, sans qui, disons, la flavor d'EY ne serait pas suffisante, puisque ce sont des acteurs, en fait, des wallets qui vont pouvoir intervenir sur, donner leur point de vue sur en quoi les wallets aujourd'hui sont l'avenir des paiements. Donc, premier intervenant, ce sera Christophe Delic de Leaf, qui présentera en fait, donc CEO de Leaf, qui présentera sa vision de l'acceptation des paiements et comment les marchands déploient en fait des wallets marchands. Je passerai ensuite la main à Ludovic Francesconi, donc membre du comité exécutif d'EPI, qui présentera en fait la vision des conditions de déploiement et de développement du nouveau wallet européen, Wero. Puis, je passerai la parole à Alice Zahn, qui est responsable marketing à l'IPay Europe et en charge de la France, et qui vous donnera en fait son point de vue sur comment les wallets se sont déployés en Asie et comment effectivement Alipay se déploie sur le marché européen et notamment autour d'Alipay+. Et puis, the last but not the least, on a, parce que c'est important, c'est le cœur en fait des paiements, on a Emmanuel Suissa, qui est directeur des partenariats du groupe Printemps, qui vous donnera en fait la manière dont le groupe Printemps utilise les wallets pour faciliter l'acquisition de clients et les fidéliser. Et donc là, on rentrera dans le beau monde du groupe Printemps et du Printemps avec effectivement des innovations extrêmement intéressantes. Pour démarrer, je passe la parole à Jean-François Delorme, responsable de la practice paiement chez EY, qui va entamer cet événement, notamment autour de la digitalisation des paiements. Super, merci Olivier. Bonjour à tous et donc merci à nos intervenants à venir. Donc Jean-François Delorme, je suis partenaire chez EY et je dirige cette practice autour des paiements avec de très très belles compétences qui sont à votre disposition pour vous accompagner sur tous vos projets. Donc ça, c'est la page de pub. Et on peut poursuivre avec notre présentation. En fait, pourquoi parle-t-on des wallets et qu'est-ce que c'est qu'un wallet, hein? Un wallet, ce n'est pas juste un bout d'application qui figure sur mon téléphone mobile. On croit que les wallets, c'est une véritable tendance dans les paiements et plus largement dans les besoins des utilisateurs parce qu'on va vers un monde digital. Donc, ce n'est pas simplement pour illustrer le fait qu'on regarde future looking, on regarde en avant. Cette image illustre le fait qu'on va vers un monde digital et que les wallets, c'est probablement l'illustration de la digitalisation, de la numérisation en fait de nos écosystèmes. Et pourquoi les wallets dans les paiements? C'est parce que si on regarde les différents paiements qu'on connaît, chaque moyen de paiement est constitué de différentes choses, dont notamment un facteur de forme qu'on a souvent associé au moyen de paiement. Donc souvent, aujourd'hui, pour payer par carte, je paye avec une carte. Pour faire un chèque, je fais un chèque. Pour faire un virement, je vais sur ma banque à distance ou je vais en agence, je crois que ça se fait plus beaucoup, mais je vais sur la banque à distance et j'initie un virement. Ça, c'est la vision actuelle où il y a une homothétie, en fait, finalement, entre un facteur de forme, une concrétisation du moyen de paiement et tout ce qui constitue le moyen de paiement. Mais le moyen de paiement, ce n'est pas la forme. Le moyen de paiement, c'est tout un tas d'autres choses. C'est une gouvernance.
Si on réfléchit bien, les chèques, c'est le CFONB, la carte, ça peut être Visa, Mastercard ou carte bancaire. Hein. Derrière cette gouvernance, c'est une réglementation. Les règles d'impayé ne sont pas les mêmes suivant les moyens de paiement, etc. C'est un branding, quelquefois, bien sûr, les moyens de paiement sont brandés, ont des marques. C'est un modèle économique. Hein, dans certains univers monétiques, on a de l'interchange, on n'en a pas par exemple sur les virements. Hein. C'est des formats, c'est des règles qui s'appliquent derrière ces formats, c'est des règles opérationnelles. Hein. Voilà. Et tous ces sous-jacents demeurent même si le facteur de forme se dématérialise. Et c'est ça finalement qui pour moi introduit la notion de wallet, en tout cas pour les moyens de paiement, c'est que imaginons un monde où il n'y a plus de facteur de forme, où je paye par carte sans carte, où je fais des virements sans aller sur mon espace de banque à distance, où je fais des chèques sans faire des chèques finalement. Hein. Et donc l'avenir digital, c'est ce monde où on oublie le facteur de forme et où les sous-jacents qui sont des moyens de paiement, continuent à demeurer. Ce n'est pas uniquement des rails, parce que quelquefois on parle de rails, mais là on parle de technologie. Ce n'est pas uniquement la technologie, c'est aussi, je me répète, c'est le modèle économique, c'est la réglementation, etc. Et là, on peut essayer de dessiner une espèce de courbe d'évolution des moyens de paiement, alors en projetant, vous voyez, 2030, comme ça, on est large, on a encore le droit de se tromper sur le moment où tout ça va converger. Mais on imagine très bien que tous ces moyens de paiement, perdant leur facteur de forme, convergent vers un espace de confiance. Et c'est cet espace de confiance qu'on va appeler wallet pour la suite de cet exposé. Alors, on voit que le fiduciaire va peut-être, pour des raisons d'inclusion, enfin, tout un tas de raisons, continuer à demeurer sous une forme fiduciaire, cash, mais on a également une branche qui va conduire à créer la monnaie digitale de banque centrale, hein, qui elle-même va être complètement digitale, donc va se loger dans un wallet. Et puis la carte, est-ce que la carte va continuer à demeurer sous un facteur de forme plastique de carte, ou est-ce qu'elle va également rentrer dans le wallet? Et donc, on voit que le wallet devient cet endroit où on a finalement un certain nombre de choses qui sont de la monnaie digitale de banque centrale, des titres spéciaux de paiement et en fait tous les moyens de paiement qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà ce que, pour nous, ce qu'implique la digitalisation des moyens de paiement. Et la question qu'on peut se poser maintenant, c'est vers quelle wallet, c'est-à-dire quelle est la combinaison gagnante. Et donc cette petite image pour illustrer que de même qu'ici on a un grand nombre de personnes avec des univers différents, en fait on pense que les wallets correspondront aux univers de besoin de chacun des utilisateurs. Et là je prends l'angle plus utilisateur des wallets. Et si on regarde finalement quel est l'univers de besoin d'un utilisateur, ça ressemble peut-être un petit peu à nos smartphones où il y a un certain nombre d'applications qui disent ce que je suis finalement, hein, ce qui m'intéresse, avec quoi j'interagis. Eh bien, bon, voilà, on en a situé quelques-uns ici, un univers de besoins autour de la culture, des services financiers, de ma profession, etc. Et on va prendre, voilà, je prends quelques minutes pour vous montrer différents éclairages et qui sont une bonne introduction à ce qu'on va voir ensemble. Par exemple, je peux avoir un univers de besoins qui est autour de mon univers financier. C'est ce qu'on va appeler ma banque projetée dans un univers projeté à une dizaine d'années. Finalement, ma banque, ça sera l'endroit où je vais retrouver mon actif, mon passif, enfin, autrement dit, ce que je possède, hein, mes comptes, et puis également mes transactions, mon compte de résultat en quelque sorte. Et donc, le banquier, c'est celui qui va me restituer cette vision de mon univers de besoins. Et dans cette vision-là, j'aurai un wallet qui me permettra justement d'activer mes transactions. Mon univers de besoins, ça peut être aussi ma technologie. Ça peut être, par exemple, pour citer une marque autre que celle que j'illustre là, si je suis dans l'univers de besoin de Xiaomi, j'ai un téléphone Xiaomi, j'ai une trottinette Xiaomi et j'ai une balance Xiaomi et tout ça communique et me permet d'avoir une vision qui correspond, par exemple, une vision de l'évolution du transport que je fais, de l'évolution de mon poids, etc., centrée autour de ma technologie. Donc on voit qu'il y a un univers qui peut s'organiser autour des technologies et de ceux qui agrègent ces technologies. Un univers de besoins aussi également, là l'illustration était difficile à trouver, mais ceux qui vont faciliter justement l'agrégation de tous ces univers. Et donc c'est là où on voit des acteurs comme Alipay qui finalement sont des espèces d'agrégateurs, enfin, je laisserai Alipay se caractériser, mais on pourrait les présenter comme des agrégateurs d'univers de besoins, ce qui fait que je retrouve ce qui correspond à mon besoin en allant chercher en fait tous ces autres univers et en rendant fluide l'usage de tous les différents usages dont je peux avoir besoin.
ou un autre autour d'une marque ou un univers de marque ou quelque chose voilà, une marque dans laquelle j'ai confiance, dans laquelle je me reconnais, et ça peut être le printemps par exemple. Donc je trouve que cet éclairage, vous voyez, en se disant que les wallets, c'est un prisme en fait, et qu'on va y entrer par différentes entrées en fonction de mon univers de besoin, je trouve que c'est une bonne manière d'introduire la digitalisation et nos des échanges autour des wallets, sans oublier que, et c'est la page suivante, voilà, sans oublier que les wallets, c'est un enjeu d'écosystème. Là, j'ai pris l'angle de l'univers de besoin de la part de l'utilisateur. On est un peu dans une projection un peu B2C, donc en tant qu'utilisateur particulier dans ce cas-là. Il y a aussi, bien sûr, l'autre face, c'est-à-dire où je vais pouvoir utiliser, donc l'aspect commerçant qui est très, très important. Et c'est surtout cet angle commerçant également qu'on va poursuivre la discussion. Voilà pour mon introduction. J'avais 5 minutes. Je suis probablement dans les 5 minutes, en allant un petit peu vite. Je passe la parole à Olivier pour la suite. Merci Jean-François. Donc, ce que je vous propose, c'est de poursuivre sur prendre conscience, en fait, que le wallet est en train de devenir, notamment au niveau mondial et européen, la méthode de paiement. Et donc, je parle bien de méthode de paiement et pas de moyen de paiement principal sur les interactions entre un ordonnateur d'un paiement et un récepteur, un marchand. En France, aujourd'hui, on est toujours sur une proportion qui est un peu en deçà par rapport notamment à l'Europe et voire au niveau mondial. En gros, on a autour de 72% en fait de paiements qui sont faits par carte, plutôt 8% utilisant effectivement les wallets, même si dans les wallets, il y a aussi le paiement par carte. Il faut savoir qu'au niveau mondial, le wallet est devenu, disons, la méthode de paiement la plus utilisée, notamment au niveau mondial, et on compte effectivement l'Asie, l'Amérique, etc., qui montent beaucoup en fait ces usages. Ça représente à peu près 49%, disons, dans le e-commerce, et au niveau paiement de proximité, on est aux alentours de 32%. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment un mouvement de fond. En Europe, le paiement par wallet est devenu le principal moyen de paiement, premier moyen de paiement sur le e-commerce. Ça, c'était en 2021. Au niveau États-Unis, c'est en 2022. En Asie, c'était bien avant. C'est presque exclusivement les wallets qui sont utilisés. Ce qui est intéressant, c'est sur le marché français, notamment, on a un usage qui s'accélère, notamment un accroissement. En 2021, c'était plutôt plus 25% en taux d'usage, accroissement de taux d'usage, et en 2022, on est à plus 27%. Donc en plus, c'est un accroissement qui s'accélère. Autre élément intéressant aussi, c'est l'appropriation. En fait, on a aujourd'hui 42% des consommateurs qui n'ont jamais utilisé de wallet, qui seraient prêts à essayer. Donc, ce qui veut dire que, quelque part, on va arriver assez rapidement en fait, à un taux d'usage important. Dernier point, c'est sur pourquoi les consommateurs utilisent les wallets. 62% disent que ça permet de faciliter, disons, le parcours de paiement. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le wallet est un moyen de fluidifier en fait la dernière partie du parcours d'achat, à la fois sur le check-in et check-out. Et c'est pour ça aussi que les marchands, notamment au niveau du e-commerce, et j'étais avec Shopify, c'est leur motto, c'est comment je facilite effectivement le paiement, et le wallet en fait partie. Alors, pourquoi le wallet permet un usage simple, en fait, de faciliter en fait, le parcours d'achat et le parcours de paiement. En fait, c'est un moyen de faire le lien entre des apps mobiles de consommateurs et l'univers des marchands. Les attentes côté consommateur, c'est je veux payer facilement, je veux plus sortir notamment ma carte de mon portefeuille. De toute façon, tout le monde se promène avec son téléphone mobile dans la main. Et donc, le sans contact a été aussi un accélérateur. L'idée, c'est je l'ai dans la main, c'est une extension de moi, notamment en termes d'identité et d'authentification. Et l'idée, c'est qu'avec le sans contact, je puisse être reconnu et derrière dérouler en fait mon parcours de manière fluide.
Donc, pour les consommateurs, c'est payer avec un téléphone mobile, c'est profiter des parcours omnicanal, c'est-à-dire je veux avoir la même expérience sur Internet qu'en paiement de proximité, et ça commence à venir, des expériences d'Apple sur les Apple Store ou Amazon avec Amazon Go, etc. C'est les précurseurs et ça accélère. Decathlon aussi, un temps, et on verra effectivement une expérience autour du wallet. Et c'est le wallet qui permet cela, à la fois sur l'identification, l'authentification et via différents moyens sans contact. Côté attente marchand, l'idée c'est quoi? C'est de fluidifier en fait les parcours et c'est de faire baisser par exemple en e-commerce les abandons de panier. Il faut juste savoir que ça c'était une étude qu'on avait identifiée globalement. On a des abandons de panier qui peuvent aller jusqu'à plus de 25% liés à la friction liée au paiement. Et le wallet permet de baisser cet abandon de panier. Et derrière, c'est du chiffre d'affaires direct et de la marge pour le e-marchand. Deuxièmement, ça permet de proposer des univers de services autour des paiements. Un wallet, ce n'est pas que du paiement, bien au contraire, et ça le devient. Le paiement sera un élément au sein du wallet, mais c'est principalement aussi un moyen d'accéder à d'autres offres de services et aussi à stocker des données, notamment son ticket de caisse, sa facture, et aussi un outil marketing. Et aussi le printemps et Alipay présenteront cette partie-là. C'est un moyen d'anticiper la venue, par exemple, de consommateurs sur son lieu de vente. Et voilà. Et dernier point, c'est aussi de faire le lien entre le paiement, la fidélité et d'autres univers de services. Et c'est bien les wallets avec les technologies sous-jacentes qui permettent de fédérer tous ces services. Alors, au niveau d'un wallet, quels sont les 4, disons, grands univers de services qui sont proposés? D'abord, l'onboarding. Parce que globalement, pour pouvoir interagir, il faut identifier et collecter l'identité et les coordonnées, en fait, notamment de paiement, de manière simple au moment du check-in, que ce soit en e-commerce ou en paiement de proximité. Ça, c'est le premier élément et c'est extrêmement important. C'est ça qui crée le trust. S'il n'y a pas de trust, il n'y a pas de paiement. S'il n'y a pas de paiement, il n'y a pas d'interaction, effectivement, ou difficile avec les marchands. Deuxièmement, c'est la relation client. Quand je suis rentré dans la boutique e-commerce, quand j'ai été identifié et authentifié au niveau, disons, du lieu de vente, à ce moment-là, il y a interaction. Alors, ça peut être en amont ou en aval, effectivement, de l'onboarding, avec tout l'univers de la relation client, CRM, outils marketing du marchand. Troisième élément, quand on s'est identifié, authentifié, qu'on a récupéré les éléments de fidélité ou tout ce qui est rebates, à ce moment-là, on peut agréger tout ça et proposer une expérience de paiement fluide, intégrant la fidélité, le couponing, etc. Et dernier point, c'est que quand l'action de paiement, le checkout est terminé, c'est de récupérer toute la data, que ce soit sur le ticket de paiement, donc les données financières, le ticket de caisse, et au-delà de pouvoir les réutiliser pour derrière faire du push marketing. Voilà. Quels sont les 3 types? Alors, c'est une vision qui est non exhaustive, mais pour nous, au niveau d'EY, on a identifié 3 types de wallets. Il y a le wallet dit plutôt de paiement, qui est très orienté effectivement sur l'expérience de paiement, etc. Plutôt des wallets universels qui permettent d'être acceptés effectivement partout au niveau des marchands. Deuxièmement, il y a le wallet marchand qui, c'est un wallet soit en marque blanche, soit en partenariat effectivement avec des éditeurs de wallets. C'est le marchand qui va personnaliser l'univers du wallet et qui va intégrer le paiement à l'intérieur. Et troisième univers, c'est ce qu'on appelle la super app. Et Alipay est un des acteurs de cette super app. C'est ce qui est développé en Asie, c'est-à-dire vous rentrez dans un univers de marchand. Il y a le paiement, il y a les services autour du paiement, mais pas que. Et là, on a accès à différents types de services qui vont au-delà en fait du paiement et même de l'expérience au niveau consommateur. Pour pouvoir permettre aux wallets d'être, disons, de proposer une expérience complètement fluide,
L'enjeu, c'est comment j'intègre le wallet dans le système d'information du marchand. Autant sur la partie financière, les interactions avec les opérateurs de paiement, que ce soit les banques, les PSP, etc., c'est un travail qui a été fait de longue date et il y a une demande effectivement et un investissement fort côté financier. Côté marchand, il y a aussi un investissement. En revanche, l'intégration est plus complexe. Pourquoi? Parce qu'il faut s'intégrer avec le CRM, le système financier du marchand, plus tout ce qui concerne aussi les outils marketing et au-delà des offres de services autour des marchands. Et donc, pour cela, il faut être capable de reconnaître les coordonnées bancaires du consommateur, recevoir les informations de validation ou non de la transaction, alimenter le wallet du client à la fin, notamment avec les tickets, la facture, caisse, et pouvoir développer des parcours d'achat innovants. Pour conclure, ce qu'on a identifié dans les succès, les facteurs clés de succès en fait du déploiement de wallets, notamment au niveau mondial, il y a 4 piliers, en fait 4 facteurs clés de succès. C'est d'une part créer le trust. Donc c'est tout ce qui est identification, authentification, notamment forte. Ça c'est le premier, c'est un fondamental pour pouvoir créer le trust au niveau du paiement. Deuxièmement, et de l'interaction avec le wallet. Deuxièmement, c'est garantie de paiement. Il faut que le marchand puisse avoir la garantie de paiement immédiatement ou un message qui lui dit oui, les fonds seront bien crédités sur votre compte. Sans ça, surtout en expérience paiement de proximité, le consommateur ne peut pas partir avec son bien tant qu'il n'y a pas cette garantie. Troisième pilier, c'est tout ce qui est couverture complète autour de l'utilisation des solutions de paiement. Le consommateur aujourd'hui commence à avoir l'habitude du paiement fractionné, donc tout ce qui est BNPL, tout ce qui est service autour des paiements. Et ça, c'est quelque chose, il ne veut pas se poser la question en disant, au fait, je n'ai pas d'argent sur mon compte, donc je veux souscrire un crédit et à ce moment-là, ça le fait basculer sur un autre univers, il veut avoir ça dans son wallet. Et quatrième, dernier point, c'est tout ce qui est assurance au niveau du payeur, c'est-à-dire s'il y a un problème, notamment de fraude, etc., qui puisse être couvert. Voilà sur mon intervention. Je passe la main à Christophe Dolic, donc CEO de Leaf, qui va vous donner sa vision de l'acceptation des wallets, l'omnicanalité et les web marchands. Et pas que. Bonjour à tous. Donc, quand on parle wallet, on est dans l'innovation. Et quand on est dans l'innovation, le terreau de l'innovation, finalement, ça va être toutes les disruptions que le marché va pouvoir rencontrer. Donc, dans cet univers-là, on a de la chance, il y a plein de disruptions. On a la disruption techno, on a les disruptions en termes de comportement, de consommation ou d'usage, on a des disruptions en termes de réglementation. Donc, les champs des possibles sont assez importants. Et donc, quand on regarde... Qu'est-ce qui s'est passé là? Voilà. Donc, depuis le fin du Covid, au début du Covid, vous avez remarqué qu'il y a eu pas mal de perturbations et d'évolutions qui sont passées dans le secteur du retail. Et on dira qu'il y en a eu autant ces 5 dernières années que les 25 années précédentes. Et tout ça a créé un certain nombre de phénomènes, et dont l'un d'eux s'appelle finalement ce qu'appelle McKinsey le consumer zéro, c'est-à-dire c'est un changement de comportement du consommateur. Alors pourquoi zéro? Il y a toute une explication. C'est zéro parce que en termes d'achat, c'est soit des achats très chers, soit c'est des achats passion, donc très chers, soit des achats à très bas coût. Zéro en termes de frontières, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de notion de canaux en termes de communication ou de parcours d'achat, donc l'omnicanalité devient une évidence. C'est zéro patience, donc tout de suite, avec toutes les choses on demand qu'on peut voir. C'est zéro fidélité, je suis prêt à changer de marque si je n'ai pas la bonne offre. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'en parallèle de ça, ou en complément, on a des utilisateurs qui, eux, par contre, sont de plus en plus 100% digitaux et 100% mobiles. Et donc la question, c'est comment adresser finalement ces attentes, ces évolutions au niveau des parcours, au niveau des expériences d'achat, au niveau des interactions clients. Quelles sont les options? Alors, il y a une première réponse aujourd'hui concrète en termes de digitalisation de parcours d'achat, c'est l'utilisation des cartes de fidélité en point de vente. Donc, il y a une étude qui a été faite, qu'on a menée
avec OpinionWay. Et aujourd'hui, 72% des gens déclarent utiliser une carte dématérialisée dans un hypermarché. Alors, au-delà du chiffre, ce qui est important de noter, c'est que le potentiel est juste énorme. C'est-à-dire, si 72% des gens sont prêts à avoir quelque chose de digitalisé fluide, on peut imaginer le potentiel qu'il peut y avoir, puisque déjà, on utilise un wallet pour cette carte de fidélité. Mais ce qu'on note aussi, c'est que malheureusement, cette promesse, ce beau voyage, il s'arrête là. C'est-à-dire qu'en termes de digitalisation du parcours d'achat, on est pratiquement pas plus avancé que ce niveau de carte digitalisée. Donc, parce que finalement, l'expérience numéro un l'expérience numéro 1 dans le retail, qui est l'encaissement en point de vente, qui représente à peu près 80% des volumes, elle est très années 90. Alors, pour certains, la musique dans les années 90, c'est bien, mais en termes d'encaissement, c'est pas très sophistiqué. Alors, pourquoi on a cette limite? On a cette limite parce que finalement, on a les différents éléments qui sont utilisés à l'encaissement qui fonctionnent en silo, avec des règles différentes, des modes opératoires différents, des technologies différentes. Et donc, c'est difficile de pouvoir les cumuler, les associer ensemble. Donc, vous sortez votre carte de fil, votre carte de paiement, vous recevez vos tickets, donc tout ça. Donc, tout ça, ça crée beaucoup de friction et beaucoup de frustration, aussi bien pour les utilisateurs que les hôtes de caisse. Et donc, il y a une grosse perte de temps. Donc, moi, j'ai toujours un exemple le samedi, c'est je vais dans mon magasin préféré, il me demande si j'ai la carte de feed, il n'y a pas la carte de feed, donc quel est votre nom? Ah non, Dolic, ça prend qu'un seul L. Donc voilà, ça perd un temps, donc c'est une frustration énorme qui est. Donc, toujours, on est dans une logique finalement où on utilise beaucoup de plastique et de papier, même s'il y a une loi qui annonce la fin du ticket papier. Et donc, qu'est-ce qu'on fera de ce ticket d'ailleurs, une fois qu'il sera dématérialisé? Et puis, en termes de personnalisation, on est quasiment à zéro en termes de ce qu'on peut y faire. Donc, la question, c'est finalement comment on peut arriver à résoudre ce problème-là et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Pour avoir quelque chose qui est complètement fluide, complètement intégré, complètement sécurisé. Donc pour ça, il faut un wallet. Et donc il faut un wallet qui soit en capacité finalement à regrouper tout ce que vous avez dans votre portefeuille, que ce soit en termes de moyens de paiement, en termes de carte de fidélité, en termes de coupons, en termes de tout ce que vous voulez, d'offres, qui va être interconnecté avec les environnements des marchands, puisqu'il va y avoir besoin d'aller récupérer les informations ou d'interagir pour avoir le bon contenu durant une transaction, pour qu'elle soit complète et riche. Ce wallet, il doit être en capacité aussi d'être personnalisé et contextualisé en fonction de type d'achat. Donc, j'ai un caddie qui a des produits éligibles au titre restaurant. Il faut que je puisse pouvoir utiliser le titre restaurant si c'est l'occasion. J'ai la bonne offre qui va bien, donc comment je la prends en compte, etc. Et puis aussi, il faut que tout ça, ça se passe dans une fluidité maximum avec le bon niveau de sécurité. Alors aujourd'hui, effectivement, on peut arriver déjà à avoir cette proposition de réponse, donc à avoir la capacité finalement, à travers un wallet, d'avoir, en présentant un QR code généré par ce wallet, la possibilité que sa fidélité et les avantages qui vont avec soient pris en compte, que le paiement soit effectué, que vous récupériez vos tickets digitales, et tout ça en un seul geste. Donc voilà, aujourd'hui, c'est possible. Donc c'est d'ailleurs ce que nous, on propose dans nos différentes offres. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un pays où cette proposition de valeur, elle est complètement mainstream. Et ce pays, c'est la Corée. C'est un pays où il y a quand même 260 millions de cartes. Et aujourd'hui, finalement, cette expérience combinant le checkout, paiement plus fidélité, elle est proposée par le wallet KakaoPay, donc 38 millions d'utilisateurs. Et elle s'est imposée parce que justement, les bénéfices sont maximum côté utilisateur et côté marchand en termes de checkout, mais aussi en termes de potentiel qu'il offre pour proposer, intégrer de nouveaux services. Alors, c'est assez marrant parce que cette solution, c'est ni Samsung Pay, ni une autre marque bien célèbre, parce que justement, les services qu'elles peuvent qu'ils proposent ne sont pas supportés, offerts par ce type de solution. Alors, quand on regarde tout ça, finalement, on voit que ces wallets apportent un certain nombre de bénéfices, aussi bien aux utilisateurs qu'aux marchands. Donc, on va avoir les wallets qui vont avoir trois types de bénéfices. Un, dans tout ce qui va être optimisation des parcours existants et la capacité à en développer de nouveaux qui vont être plus sophistiqués, plus riches et en dehors des poncifs type point de vente et ce genre de choses. On va avoir aussi la possibilité
évoluer énormément la relation client, puisque derrière, on va avoir un maximum d'informations, on va avoir exactement tout ce qui se passe. Donc, comment on va pouvoir travailler sur la fidélité grâce à ces wallets pour les deux parties, c'est-à-dire à la fois l'utilisateur et le commerçant. Et puis, ça va être une optimisation de coûts, une automatisation des processus. Donc, pour le marchand, les principaux bénéfices qu'on voit, c'est tout ce qui va être un checkout qui va être efficace, rapide, simple, fluidité, qui est un peu la mère de toutes les expériences, parce qu'une fois qu'on a dématérialisé ce checkout, ben on peut l'intégrer dans de nouveaux parcours qui vont être plus ou moins sophistiqués, c'est-à-dire est-ce que je me sers je fais du scan and go dans un magasin, comme ça m'évite de passer en caisse, est-ce que je fais du paiement à table dans un restaurant pour justement éviter d'interagir avec le restaurant. Donc, inventer tous ces nouveaux parcours et appeler justement cette fonction d'encaissement qui a été dématérialisée au plus près, de manière la plus simplement possible. Deuxièmement, ça va être la capacité à avoir une meilleure connaissance client, c'est-à-dire puisque la fidélité, par exemple, va être présentée de manière systématique et automatique. Ça va être aussi la possibilité d'encarter l'utilisateur, puisque le wallet sait qui est la personne. Donc, enrôler un utilisateur au point de fidélité marchand, c'est un clic, en fait, c'est juste un clic. Et puis, finalement, c'est la possibilité d'utiliser toutes ces données qui vont être générées pour à la fois personnaliser la communication et l'interaction et utiliser ce wallet comme un nouveau média pour ces communications envers ces populations utilisateurs. Et côté consommateur, bah finalement, on répond à ce consommateur zéro, c'est-à-dire que j'ai tout dans mon téléphone, donc je ne sors plus qu'avec mon téléphone et tout est à portée d'un clic. J'ai une facilité d'encaissement, que ce soit en point de vente, en online ou dans n'importe quel type de parcours qui est incroyablement fluide et simple. Et puis, j'ai toujours le bon contexte en fonction du service au bon moment. Bah, c'est-à-dire, j'ai toujours la bonne offre, je suis sûr que ma fidélité va être prise en compte. S'il y a une promotion, j'ai sûr que j'en bénéficierai. Donc, tous les avantages qu'on peut en bénéficier. Alors, par rapport à tout cet univers de potentiel qu'offrent les wallets, Life, en fait, on offre différentes solutions et différentes briques parce qu'on pense qu'on est dans un écosystème qui est varié, complexe, donc il faut avoir la possibilité de répondre avec différentes approches en fonction des contextes, des acteurs qui sont. Donc si on refait un parallèle avec la carte où il y a un côté émission et un côté acquisition, côté émission, pour utiliser ce terme, Life finalement met à disposition des wallets pour les utilisateurs. Alors déjà son propre wallet. Donc aujourd'hui, c'est une application qui est multi-moyen de paiement, multi-service, multi-marchand, qui regroupe tout un ensemble de services, qui a 8 millions de téléchargements et 4 millions de comptes. Donc aujourd'hui, tout utilisateur, quelle que soit sa banque, peut télécharger cette application et l'utiliser à de bonnes fins. Mais ce qu'on fait aussi, c'est qu'on propose des outils et des services qui vont permettre à des tiers, finalement, d'activer les fonctionnalités web dans leurs applications pour qu'ils deviennent multi-moyens de paiement, multi-services et bien sûr de facto. Donc typiquement, ça peut être des marchands qui vont pouvoir utiliser ces fonctionnalités, ça peut être des opérateurs de services, ça peut être toute entité finalement qui a une communauté et qui souhaite utiliser le wallet comme support pour faire le support ou la promotion de ces services. Donc ça, c'est côté émission. Côté acceptation, ce qu'on propose, c'est des outils pour accepter tout type de wallet et les différents services qu'ils proposent. Donc, ça peut être des wallets, mais aussi ça peut être tout service initié à partir d'un QR code. Et donc là, on va fournir des outils pour venir s'intégrer dans les environnements des marchands, alors de manière plus ou moins fine en fonction de type de service proposé. Et tout ça avec des processus qui vont être pratiquement les mêmes pour tous les différents wallets qu'on va supporter. Donc aujourd'hui, on supporte un certain nombre de wallets et de services qui permettent de faire ça. Et puis, ce qu'on va faire, c'est à cheval en fait entre ce monde de l'émission et de l'acquisition, on va fournir d'une part des services à valeur ajoutée qui vont permettre de venir enrichir la proposition du wallet et nourrir la relation. Donc typiquement, ça va être des services de scan and go, de paiement à table, de paiement à la pompe, de paiement de parking. Donc tous les services, finalement, tout l'univers de services qui va permettre d'être soit accessible à travers l'application Live, accessible à partir de l'action des partenaires ou accessible en stand-alone et à partir de la lecture d'un QR code. Et le deuxième bloc de services qui est à cheval entre ce monde de l'émission et de l'acceptation, c'est tous les services de marketing qu'on propose et qui permettent justement à un marchand d'être en capacité à développer, à promouvoir et à personnaliser justement la relation qu'il peut avoir avec les différents utilisateurs. Donc on est convaincu finalement qu'on est dans un univers où il faut
être en capacité à répondre aux différentes spécificités, donc de s'adapter pour fournir à chacun des acteurs, finalement, suivant son positionnement, sa stratégie, les bons outils pour qu'ils viennent dans cet univers de wallet opérer et récupérer ce qui lui est plus pertinent par rapport à la stratégie qu'il a définie. Parce qu'on n'est pas on est persuadé qu'il y aura, comme le disait en début de présentation Olivier, il y aura une multitude de wallets et qu'il faut répondre à ces thématiques-là. Donc, pour illustrer tout ça, je vais vous donner 2 exemples donc, de ce qu'on fait. Donc, par exemple, dans le cas de Casino, donc Casino a une application Casino Max qui justement est un wallet et les fonctionnalités de paiement et de services associés au paiement, finalement, elles sont mises à disposition par la plateforme Live. Et aujourd'hui, finalement, quand vous êtes un utilisateur, vous avez le choix chez Casino d'utiliser l'application Live ou d'utiliser l'application Casino, de retrouver vos services dans l'une ou l'autre des applications et de pouvoir aller payer dans les différentes marques du groupe Casino que sont Monoprix, Casino ou Franprix. Et donc là, on offre un certain nombre de choses qui vont être, on supporte plusieurs types de paiement, on supporte des services de paiement, on est en capacité à traiter à la fois le paiement et la fidélité, on est en capacité à traiter plusieurs moyens de paiement dans une même transaction, on est en capacité à traiter la possibilité que le mobile soit offline dans un magasin s'il n'y a pas de couverture, et tout ça dans une expérience qui est la plus fluide et la plus simple possible. Donc ça, c'est un premier exemple de ce qu'on est capable de faire dans la partie émission d'un wallet, soit dans la logique Live ou soit dans une logique de partenaire. Et l'autre exemple, c'est ce qu'on fait chez Printemps, où chez Printemps, on a mis en place en fait la possibilité pour Printemps d'accepter divers wallets. Donc bien sûr le wallet Live, les wallets à l'IP et puis les wallets de la Galaxy à l'IP+. On espère à terme accepter aussi Wiro, Lizzy aussi, qui est un wallet de crypto. Et donc là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on va s'occuper de tout ce qui est intégration technique et fonctionnelle. On va gérer tout le flux financier et donc là, on a capacité à retourner les fonds à J+1. On va s'occuper de tout ce qui est en relation avec les différentes marques de wallet, de l'activation en magasin, comment la promotion peut être faite. Est-ce qu'il y a des problématiques aussi, tout ce qui est dispute, résolution, puisque forcément, quand on parle de paiement, il y a ce genre de choses. Et puis, suivant les enseignes, avoir la capacité à aller bien au-delà du paiement en termes de services qu'on peut digitaliser ou qu'on peut promouvoir. Donc, voilà un peu le scope dans lequel Live opère en termes de wallet. Donc, il n'y aura pas de digitalisation dans le monde du retail s'il n'y a pas de wallet. Ça, c'est un given. Il y a plusieurs façons d'y aller et plusieurs approches pour y aller. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de bien avoir la capacité à opérer dans cet écosystème et avoir les partenariats qui permettent justement d'avoir la capacité à déployer ces wallets. Donc, par exemple, nous, on a énormément de partenariats technologiques qui nous permettent justement d'être en capacité à venir s'intégrer, à venir facilement déployer ces wallets parce qu'on est obligé de bâtir des nouveaux rails et ces nouveaux rails, ils n'existent pas par rapport à ce qu'on connaît dans les systèmes de paiement les plus classiques. Donc, voilà l'univers dans lequel Live opère, à la fois sur cette partie B2C et sur cette partie B2B. Merci Christophe. Juste pour ceux qui seront frustrés, parce qu'on parle beaucoup de frustration, vous pourrez poser des questions plutôt à la fin, pour pouvoir effectivement, pour ceux qui veulent partir juste à l'heure, puissent partir, et ceux qui veulent rester pour les questions puissent les poser. Voilà. Ludovic, à toi la parole. Merci et bonjour à tous. Donc, je vais vous parler d'EPI, vous dites comme vous voulez. Donc, effectivement, je crois que c'est Jean-François qui disait tout à l'heure, le wallet est l'avenir du paiement. Et donc, nous, notre ambition, c'est d'être l'avenir du wallet en Europe. Et donc, EPI, c'est un wallet, mais pas seulement un wallet, vous allez voir, qui a été initié par les grands groupes bancaires européens, donc, et qui a l'ambition non seulement de créer ce wallet au niveau européen, mais aussi un nouveau moyen de paiement qui est basé sur le compte bancaire, sans intermédiation, et donc account to account, et aussi basé sur le paiement instantané, donc paiement instantané de compte à compte. Donc, pour vous expliquer un petit peu plus en détail
Ce qu'on veut faire, je vais être très paresseux, je vais vous montrer une vidéo. Et ensuite, on va revenir un petit peu plus en détail sur, sur ce qu'on veut faire exactement, plus précisément, et la manière dont on va se positionner, dont on souhaite se positionner dans l'écosystème des wallets, justement, en lien avec ce qu'a dit Christophe juste avant. Payment habits are changing. Payment solutions should too. EPI delivers a modern digital payment solution that enables instant transactions directly and securely between bank accounts. Initially, EPI's solution will become available in 5 European countries, but will expand across Europe over time. This payment solution can be used for all types of payments, between friends and family, e-commerce included subscription, in-store, invoice payment, donations and more. Extra features like split the bill, buy now, pay later, e-receipts, loyalty programs and much more make EPI a truly innovative proposition. Here are some examples of how it will work. E-commerce. When shopping online, users can quickly scan a QR code and use a smooth and secure authentication flow instead of having to enter card details. Users can also benefit from additional services like buy now, pay later, or shipping details being filled out automatically. Scan and go. Want to buy something you see displayed on an ad in the metro? With the EPI's wallet, all you need to do is scan a QR code to make the purchase directly on your phone. EPI enables new commerce opportunities without the need for payment terminals. P2Pro. EPI provides the option for instant and secure transactions with professionals. Forget about cash or checks when you go to the market hall or when you need to pay your fitness coach, music teacher, or plumber. Future use cases beyond payments. With the EPI wallet, European banks are ready to offer their customers a secure and convenient place to store and use other digitized valuables, like eID or the future digital euro. EPI is not just a new way to pay, it provides a modern platform for future innovations across all payment scenarios. EPI taps into the global trend of instant payments by leveraging the collective power of European payment industry players, including banks and acquirers. EPI works in close collaboration with the whole payment and retail ecosystem, including merchants and acceptance providers. The EPI model is open, and any interested player can join the movement now. Voilà, donc très rapidement, vous avez eu un condensé de ce qu'on souhaite faire. Juste, je ne vais pas redire ce qui était dans la vidéo, mais simplement, donc là, vous avez la liste de nos actionnaires. C'est juste pour dire que tous ces actionnaires vont être en fait la fondation du lancement d'EPI sur les marchés prioritaires. Donc, on a défini en fonction de ça, en fonction de la présence de nos actionnaires, des marchés prioritaires. Donc, on va lancer l'année prochaine en France, en Allemagne et en Belgique. Et ensuite, on va prolonger sur les Pays-Bas et le Luxembourg. Et ensuite, on aura une phase d'expansion européenne, l'objectif étant, in fine, de couvrir l'ensemble de l'espace économique européen et d'adresser l'ensemble des clients européens. Juste aussi pour dire que, évidemment, on est ouvert et donc il peut y avoir des nouveaux actionnaires, il peut y avoir des membres qui ne sont pas actionnaires. Et donc, c'est un nouveau scheme qui est complètement ouvert et on serait très heureux d'en parler si vous êtes intéressés. Également, message important, c'est qu'on ne part pas de rien, c'est-à-dire que on a en fait quelque part, on a des acquisitions déjà, donc on a racheté 2 sociétés, donc iDeal aux Pays-Bas, qui est le principal moyen de paiement, système de paiement pour le e-commerce, ça représente 70% du e-commerce aux Pays-Bas, ainsi que Payconiq International, qui est fournisseur de solutions d'iDeal, mais aussi de Bancontact Payconiq en Belgique, et également qui détient la solution de paiement au Luxembourg. Et donc, on a également des coopérations avec d'autres solutions sur les autres marchés. Donc, par exemple, en France, Paylib va devenir Wero, effectivement. Donc, Wero sera la marque du produit qu'on va lancer.
Et donc, on va convertir, on va assurer cette transition de Paylib vers Wero, donc sur la partie P2P, qui sera ensuite enrichie des paiements aux commerçants, donc avec le e-commerce et le point de vente en particulier. Voilà. C'est le cas aussi en Allemagne avec Giropay, c'est le cas aussi en Belgique où on a une coopération avec l'acteur local pour assurer une transition et faire en sorte, en fait, de se baser sur les usages existants sans détruire de valeur et en amplifiant encore plus grâce à la portée européenne de Wero. Voilà, donc juste ensuite pour dire, je regarde le temps, ça va, pour dire ce qu'on va proposer plus précisément, parce que c'est pas forcément évident à comprendre comme ça. On n'est pas seulement un wallet, comme je le disais, donc il y a un moyen de paiement. On crée un nouveau moyen de paiement qui est en fait un moyen de paiement de compte à compte, donc directement du compte bancaire vers le compte bancaire. Donc si c'est du P2P ou du P2Pro, le compte bancaire du payeur vers le compte bancaire du payé. Si c'est du paiement à des commerçants, compte bancaire du payeur vers le compte bancaire de l'acquéreur. Donc, ce moyen de paiement, il y a un scheme, un nouveau scheme qui est créé. Donc, et c'est un scheme 4 coins, donc avec des émetteurs, des acquéreurs, comme vous pouvez le connaître sur la carte. Et on ajoute en fait une couche au-dessus du paiement instantané, de l'instant payment, SCT Inst. Donc, on s'appuie vraiment sur le SCT Inst, qui est le fondement de notre solution, mais on ajoute une couche de services au-dessus qui permet vraiment de rendre le SCT Inst adapté au commerce, adapté aux besoins des commerçants et des utilisateurs, notamment en adressant non seulement les transactions simples, mais aussi toutes les transactions complexes de type abonnement, paiement échelonné, paiement différé, paiement à la livraison, etc., etc. Et aussi en apportant une couche de services, gestion des litiges, support utilisateur, qui permet aussi de convaincre davantage les utilisateurs, sachant que voilà, le SCT Inst aujourd'hui peine encore à décoller, même si voilà, il y a des usages qui se développent, mais on apporte vraiment un vrai cas d'usage concret du SCT Inst. Donc après, à côté le wallet EPI, effectivement, donc il se matérialisera de deux manières. Il y aura une distribution de ce wallet via les applications bancaires de nos banques participantes. Et on aura aussi une application dédiée Wero qui sera disponible dans les stores. Et donc, au choix du client, s'il veut utiliser l'application de sa banque parce qu'il a plus confiance dans sa banque, il pourra le faire. Autrement, on aura une application dédiée paiement. Et dans cette application, évidemment, il y aura au début principalement du paiement, parce qu'on sera dans la définition qui a été donnée au début principalement un wallet de paiement, mais ça va s'enrichir au fur et à mesure. Et c'est là où on trouvera aussi, dans cette app standalone Wero, où on trouvera les services à valeur ajoutée qui permettront d'avoir une attractivité aussi pour les clients et pour les commerçants. Donc derrière tout ça, une plateforme centralisée avec une plateforme unique au niveau européen, donc qui permettra d'avoir une efficacité plus importante et aussi d'avoir une intégration unique. C'est aussi important pour les commerçants quand ils acceptent une solution de paiement, de pouvoir mutualiser les investissements sur plusieurs pays pour les grands commerçants internationaux. Et en revanche, ce qu'on ne couvre pas, c'est, comme je l'ai dit, la partie compensation et règlement sur le paiement, puisque là, on s'appuie sur le SCT Inst. Voilà. Après, donc, ce que je disais, c'est qu'on a une vision autour du wallet qui va bien au-delà du paiement, hein, c'est clair. Alors, après, on ne pourra pas tout faire tout de suite. Il faut commencer modestement pour commencer à fournir des services progressivement sur le marché. Mais clairement, l'ambition, c'est non seulement de proposer un moyen de paiement qui répond vraiment aux attentes du marché, donc avec tous les types de transactions, la gestion des litiges, la fraude, le support utilisateur, etc., mais aussi dans l'avenir d'adresser des sujets de services à valeur ajoutée. Donc, bien sûr, la fidélité commerçant, comme on l'a vu dans les slides précédents, c'est très, très important de pouvoir intégrer de manière fluide la fidélité des commerçants.
On aura aussi du BNPL, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Donc, mais ce sera un canal, en fait, le wallet EPI sera un canal pour les offres des banques vers leurs clients. Et donc, ça permettra aussi de proposer une offre de financement instantané au moment du paiement. Et puis de l'identité numérique, de l'authentification, c'est aussi quelque chose qui a été relevé comme très très important, qui sont vraiment aussi des objectifs majeurs de ce wallet. Ce wallet, il sera aussi, on n'a pas trop parlé des technologies jusqu'à présent, mais il sera basé principalement sur le QR code. Et donc, ce sera vraiment le QR code qui sera la technologie d'identification du client et du wallet, quels que soient les canaux, donc que ce soit pour du P2P, du P2Pro, du e-commerce et le point de vente, bien sûr. Et ça tombe bien parce que c'est quand même le standard qui est retenu aujourd'hui par beaucoup d'acteurs et qui devient vraiment mainstream sur les wallets, plus que le NFC qui a pas mal de limitations. L'avantage du QR code, c'est qu'on peut l'utiliser partout, on n'a pas besoin d'un terminal de paiement, et donc c'est vraiment ubiquitaire par rapport au NFC. Voilà pour EPI, et donc ce fameux slide sur l'écosystème des wallets. Effectivement, on a déjà vu des slides, j'apporte ma petite pierre à l'édifice, on va dire. Donc, je pense qu'on dit à peu près la même chose sur les différentes présentations. Donc, effectivement, il y a des wallets. Il y a différents wallets qui vont être disponibles pour les utilisateurs. Ces wallets, ils vont contenir des moyens de paiement. Donc, je vous ai dit, hein, nous, EPI, on se positionne à la fois comme wallet et aussi comme un moyen de paiement à l'intérieur du wallet. Donc, le moyen de paiement Wero sera le premier moyen de paiement intégré dans le wallet Wero, mais il pourrait y en avoir d'autres par la suite. Il pourrait y avoir des cartes, il pourrait y avoir peut-être demain l'euro numérique s'il arrive. Et c'est vrai que c'est différent par rapport à pas mal de wallets, puisque beaucoup de wallets ont leur propre moyen de paiement, leur propre compte intégré. Hein, donc, c'est le cas de PayPal, c'est le cas de Liv, c'est le cas de Alipay. Et donc, on va plus recharger ce compte avec un moyen de paiement qui va être utilisé comme une funding source. Alors que nous, on n'est pas dans cette optique-là, on est vraiment sur l'intégration d'un moyen de paiement qui est sans intermédiation. Voilà. Pareil, hein, Apple Pay, c'est pareil finalement quand on y réfléchit. Le wallet Apple Pay, c'est un wallet, c'est un container, et le moyen de paiement à l'intérieur, c'est la carte. Il n'y a pas de moyen de paiement Apple, pas encore, peut-être ça viendra, mais voilà, c'est juste pour bien expliquer la différence. Et puis, bien sûr, les services à valeur ajoutée qui vont être intégrés dedans. Donc là, le message que je voulais passer, c'est clairement qu'il y a un vrai besoin, comme l'a expliqué Christophe juste avant, d'avoir des solutions d'acceptation mutualisées. Parce que tous ces wallets qui se multiplient, qui arrivent sur le marché, en fait, ça veut dire que si on n'a pas de standard, les commerçants, eux, ils vont devoir intégrer à chaque fois une nouvelle solution d'acceptation pour chaque wallet. Et donc, c'est vraiment, je pense, pas du tout efficace, et c'est pas l'intérêt du marché de partir dans cette direction-là. Donc, des offres comme celle que tu proposais, Christophe, et aussi Alipay+, qui est aussi une autre couche finalement d'agrégation, je pense, sont vraiment indispensables au développement des wallets. Et donc, on a besoin de créer ces standards ou ces solutions mutualisées, multi-wallets, pour permettre l'acceptation de ces wallets. Et je mettrai juste un tout petit bémol, juste pour bien faciliter la compréhension, c'est que effectivement, il y a la solution d'acceptation, solution technique, donc avec l'intégration caisse, l'intégration potentiellement terminal de paiement, etc., qui permettra d'accepter le wallet via du QR code ou potentiellement via du NFC aussi. Ce sont les deux principales technologies d'interaction. En revanche, ça ne veut pas dire que le moyen de paiement intégré dans le wallet est automatiquement accepté. Parce que, évidemment, il faut qu'on signe un contrat d'acceptation sur le moyen de paiement. Et donc, là, il y a aussi un travail à faire. Si on prend le point de vue de pays, du point de vue de l'acquéreur EPI, il va falloir qu'il aille contacter ensuite le commerçant pour dire tiens, vous avez la possibilité d'intégrer facilement le wallet Wero dans votre système de caisse. Je vous propose de signer un contrat et on peut l'intégrer du coup grâce à Life
pour assez facilement et assez rapidement. Voilà, donc je pense que j'ai atteint mon temps et donc je vous remercie de votre attention. Merci Ludovic. Alice. Merci Christophe et Ludovic. Alors, je prends le relais pour continuer de vous déployer le monde du, le monde du wallet, qui est déjà la réalité. Alors, comme vous voyez affiché ici dans les photos, vous voyez à peu près partout les QR codes en Asie aujourd'hui, c'est déjà la réalité. Et en Asie-Pacifique, aujourd'hui, le QR code ou les portefeuilles numériques ont vraiment dominé le marché du paiement déjà. Donc, d'après le data, le nombre d'utilisateurs du portefeuille passera de 1,8 milliard à 2,6 milliards d'ici 2025. Et les transactions, la valeur des transactions facilitées par les portefeuilles numériques, on passera de 4 milliards de dollars à 7 milliards. Voilà, donc vous voyez le chiffre ici. On a déjà dominé à peu près 72% du marché du paiement en Asie. Quand est-ce qu'on parlait de wallet ou bien la société cashless, je pense qu'on ne pouvons pas manquer de mentionner la société Chine. Et aussi comme un leader de wallet mondial comme Alipay, nous considérons aujourd'hui non seulement une plateforme de paiement, mais aussi une plateforme, enfin une super application de la vie quotidienne pour nos utilisateurs. Pourquoi on fait ça? Parce que aujourd'hui, on facilite non seulement le paiement pour les achats en ligne et à proximité dans le magasin, aussi on offre un bouquet de services pour faciliter la vie pour nos utilisateurs dans la vie quotidienne. Par exemple, nous pouvons réserver un ticket de cinéma ou faire la livraison de la nourriture ou bien payer les factures de services publics comme de l'eau, l'électricité et recharger de mobile. Et aussi, on peut prendre un rendez-vous avec un médecin, même demander un visa. Voilà, c'est ça l'écosystème qu'on crée pour nos utilisateurs aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont vraiment attachés à l'IP partout dans la vie quotidienne. Voilà. Voici quelques outils qu'on a créés pour nos utilisateurs au cours de leur voyage dans le monde entier aujourd'hui. Alors, le paiement, bien sûr, c'est l'essentiel de notre écosystème, c'est la base. Donc, aujourd'hui, on fournit le paiement en ligne, e-commerce, offline, on dit à proximité dans le magasin, et aussi VAD. Et aussi, on est le premier portefeuille numérique dans le monde entier qu'on travaille avec les opérateurs de détaxe pour faciliter le montant des détaxes directement dans les wallets pour nos utilisateurs tout au long de leur voyage. Aujourd'hui, pour la plupart des aéroports dans le monde entier, sont déjà acceptés le détaxe par Alipay. Ça veut dire que nos utilisateurs qui peuvent recevoir le montant de détaxe immédiat dans le comptoir de détaxe à l'aéroport sans attendre 1 ou 2 mois après. Et aussi, grâce à notre expérience avec nos utilisateurs dans les années dernières, on a créé un écosystème complet pour accompagner nos utilisateurs avant, durant et après le voyage. Je vais vous expliquer après. Et aussi, il y a plein d'outils financiers pour faciliter la campagne du marketing avec nos marchands pour attirer l'attention de nos utilisateurs. Ici, par exemple, il y a des taxes extra. C'est un outil de marketing avec nos marchands. Ça n'a rien à voir avec le détaxe en fait, mais c'est juste de prendre un concept pour augmenter les chiffres d'affaires avec nos utilisateurs, pousser des achats dans le même magasin. Et aussi le taux de change Black Diamond, je vais vous l'expliquer après, et aussi Buy Now Pay Later. Voilà.
Alors, voici quelques outils les plus efficaces ou puissants ici dans notre écosystème en Europe. Peut-être beaucoup d'entre vous sont déjà connaissez ce pyramide de membres dans Alipay. Donc aujourd'hui, on a à peu près 4 membres différents dans l'écosystème d'Alipay en raison en termes de nombre de consommations annuelles, ou bien la fréquentation de l'utilisation et le scénario qu'ils utilisent dans la vie quotidienne. Donc, on a le taux de change progressif pour tous les membres différents dans l'écosystème. Et là, on peut utiliser pour faciliter la campagne de marketing pour appliquer dans certains marchands qui puissent appliquer le même taux de change pour tous nos utilisateurs dans le magasin. Voilà. Privilege Zone, c'est un autre nouveau produit qu'on lance cette année pour fidéliser les marques dans le système Alipay. Ça veut dire que l'utilisateur qui peut rester en contact avec tous les marques quand il voyage dans le monde entier avec la même marque. Le DDAX Extra, je viens de vous parler, donc ça va pousser les achats, le pouvoir d'achat de nos utilisateurs dans le même magasin. OK. Et voyez un parcours typique de nos utilisateurs. Donc, nous sollicitons l'intérêt de nos utilisateurs dès le début, même s'ils sont encore dans le pays d'origine, et on peut promouvoir toutes les ressources touristiques pour les pays de la destination. Par exemple, ici, Fliggy, c'est aussi dans notre écosystème comme réserver les tickets d'avion et les hôtels. Quand est-ce que les clients qui réservent un ticket, par exemple, à Paris, donc on a déjà connu qu'il va bientôt à Paris, du coup, on peut pousser des informations de promotion pour cet utilisateur. Et aussi, on a connecté avec toutes les plateformes de réseaux sociaux pour attirer l'attention des utilisateurs. Quels sont les événements qui sont en train de découvrir à la pays destination. Et aussi, voici la troisième image. Donc, ça, c'est le mini-programme, parce que le mini-programme, c'est très utile et c'est très populaire en Chine et en Asie. Aujourd'hui, tous les marchands créent un mini-programme pour faciliter le paiement, pour la réservation avant de partir. Ici, c'est un mini-programme créé par Global Blue, par exemple, pour faire l'éducation, comment on veut faire le DDAX ici en Europe, dans chaque ville, downtown et l'aéroport. Grâce à notre système de géolocalisation, du coup, en arrivant à l'aéroport de Charles de Gaulle, par exemple, donc on peut pousser des notifications à nos utilisateurs pour dire que bienvenue en France. Il y a quel type de promotion en ce moment-là pour guider aux marchands. Et grâce à ça, les utilisateurs qui peuvent trouver les magasins à proximité, près de chez eux. Voilà, il y a la deuxième image, c'est un mini-programme créé par SBB. C'est une compagnie suisse. Donc, les utilisateurs qui peuvent réserver des billets de train autour de leur voyage. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui voyagent en Europe, ce n'est pas seulement dans un pays, et la langue, c'est toujours la barrière pour les utilisateurs asiatiques. Donc, ce n'est pas possible de télécharger toutes les applications de chaque pays, ce n'est pas possible. C'est pour ça que le but pour nous, c'est de combiner toutes les applications dans une seule super application comme Alipay pour faciliter la vie pour les utilisateurs et en chinois. Voilà. Ce que j'ai expliqué, le DDAX dans les magasins, donc on est aujourd'hui le premier portefeuille numérique qui peut avancer le montant de DDAX pour les utilisateurs dans le magasin, même avant de partir à l'aéroport. Ça veut dire que juste après le paiement, les gens qui peuvent recevoir de DDAX immédiat dans le portefeuille Alipay et ils peuvent consommer dans le même magasin tout de suite. C'est bien. Bienvenue pour tous les commerçants ici en Europe. Et dans tous les comptoirs de l'aéroport, bien sûr, les gens qui peuvent recevoir de l'argent de DDAX immédiat dans les comptoirs de Global Blue ou Planet. Et après le voyage, comme je disais, il y a le Privilege Zone. C'est un programme de fidélité pour accompagner nos utilisateurs dans la
mêmes marques de luxe ou des grands magasins comme Printemps dans le monde entier. Voilà. Peut-être beaucoup d'entre vous sont déjà remarqué, il y a un petit changement dans les images de Alipay aujourd'hui. Il y a un petit croix derrière Alipay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Alipay Plus, ce n'est pas une autre application qu'on est en train de créer, mais c'est un réseau ou bien c'est une plateforme ouverte qu'on est en train de créer pour combiner tous les portefeuilles numériques dans le monde entier. En Asie, dans un premier temps, bien sûr. Donc, y compris les portefeuilles numériques, les applications bancaires ou bien les acteurs Buy Now, Pay Later. Donc, aujourd'hui, on a déjà connecté tous les leaders de wallets en Asie. Par exemple, ici, en coréen, on a KakaPay, NaverPay et ToSPay. Tous les 3 wallets sont déjà nous rejoints dans le réseau Alipay Plus. Ça veut dire que les Coréens, avec le même QR code qu'on a déjà développé ici en Europe, pour les utilisateurs chinois actuellement, mais les utilisateurs asiatiques qui peuvent utiliser leur propre wallet comme KakaPay pour scanner le même QR code pour finir le paiement. Voilà. Et ici, l'image, c'est la même chose, c'est avec Alipay Hong Kong en fait. Donc, les images ou bien les fonctions, c'est toujours les mêmes. Donc, Alipay Plus, c'est construit sur la capacité technologie et le savoir-faire Alipay et pour tous nos wallets qui nous rejoignent. Une bonne nouvelle que récemment, on a aussi le premier wallet d'Européens qui nous rejoint aussi, Tinaba de Italie. Voilà. Voici un petit résumé sur le développement du business pour Alipay Plus. Aujourd'hui, surtout en Asie, on a déjà activement utilisé par 1,4 milliard d'utilisateurs dans le réseau Alipay Plus. Et ce nombre, en fait, ça change tout le temps et ça augmente très rapidement avec de plus en plus de wallets qui nous rejoignent dans le réseau Alipay Plus. Alors, voici les natures de commerçants qu'on a déjà connectés aujourd'hui en Europe, surtout en possédant une très forte couverture dans les duty-free, par exemple les grands magasins, des marques de luxe, des aéroports et aussi dans les secteurs de la beauté, de pharmacie, food and beverage, etc. Et la France a toujours classé le numéro 1 en termes de chiffre d'affaires et aussi le panier moyen. Et comme vous savez, la France est le pays le plus visité par les touristes internationaux et aussi important pour les touristes chinois et aussi les asiatiques, comme les chiffres mentionnés ici. Alors, l'année prochaine, 2024, c'est très important pour l'Europe et pour nous aussi. Il y a l'événement de UEFA, donc Alipay Plus, on est le sponsor de UEFA pour tourner le match autour de l'Europe. Il y a beaucoup de commerçants qui peuvent participer avec nous. Et aussi, il y a JO à Paris en France, bien sûr. Et la France, l'année prochaine, c'est aussi le 60e anniversaire de l'établissement de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Du coup, je pense que c'est une bonne opportunité pour tous les commerçants ici en France et en Europe. Et je pense, pour saisir cette opportunité et pour les commerçants qui veulent bien attirer les consommateurs internationaux, je pense que le QR code, c'est une solution idéale parce qu'avec cette solution facile qui peut permettre d'améliorer l'expérience des utilisateurs et aussi c'est donne image que c'est la sécurité et aussi la confiance d'un moyen de paiement qui sont déjà habitués dans son propre pays. Et aussi, ça veut dire que vous êtes les bienvenus chez nous. Voilà. Merci. Je te remercie. Merci Alice et Christophe et Ludovic, puisque vous avez pavé la voie vers le Merchants, donc pour le petit printemps, que vous connaissez peut-être. Donc un terrain de jeu privilégié pour les wallets de paiement et tous les acteurs de paiement, puisque c'est un lieu qui concentre beaucoup de propositions en termes
de paiement, de captation de clientèle locale et internationale, et bien sûr depuis 1865, puisque le Printemps et le flagship Boulevard Haussmann a été érigé en 1865. C'est un lieu iconique qui distribue plus de 3500 marques, un lieu d'expérience, 45 000 m² de surface commerciale et des expériences qui ont été développées. Et forcément, vous le voyez aussi sur cette slide, avec des lieux assez magiques qui ont été ouverts au public depuis 2021, notamment avec le 7e ciel du Printemps Haussmann, qui est un lieu qui était fermé au public depuis 1960, Architecture Eiffel, la coupole Binet qui a été réalisée par l'architecte de l'exposition universelle, la révélation des vitrines qui a lieu tous les ans au mois de novembre, qui est un haut lieu de fréquentation locale et internationale, inauguré cette année, révélé par Madame Catherine Deneuve. Le Grand Escalier, qui est un escalier art déco, qui a été révélé au public aussi en mars dernier, après 20 ans de fermeture. Donc des lieux assez magiques qui en font plutôt qu'un grand magasin, plutôt une destination. Et c'est ce qu'on market un petit peu auprès de toutes nos clientèles, puisque c'est plutôt un lieu d'expérience, de visite, et sur lequel on a développé un parcours client justement pour effectivement magnifier cette expérience client qui se conclut bien sûr par une transaction, mais qu'on va essayer de rendre plus ludique pour créer des conditions favorables pour de l'upsell aussi et pour des expériences mémorables partagées aussi avec d'autres utilisateurs. Donc en fait, on a créé une expérience shopping parisienne puisqu'on est accueilli à une réception. Donc tous les partenariats qu'on nous développons, puisque je suis en charge de l'acquisition client via des partenaires B2B, sont customisés en fonction du partenaire, de la segmentation client, et vous avez pu le voir dans les présentations précédentes, notamment avec Ali sur les programmes Alipay. Vous avez, comme d'autres acteurs de paiement, une segmentation qui va du Diamond ou du Centurion pour un Amex, un Silver, etc. Et donc en fait, chaque client a une notation particulière qui va être tout d'abord la mécanique passe par une adhésion à notre programme de fidélité qui est le Club Printemps, qui va ouvrir un univers de services et d'expériences au sein du magasin, qui sont à la fois des services qui peuvent être un salon VIP, un personal shopper, mais aussi une remise immédiate, qui est ce qu'on appelle une offre de bienvenue, la Welcome Offer, des expériences également food avec une pâtisserie de Lina Métayer qui vient d'être justement décorée comme chef pâtissier mondial récemment. Et donc tout ce parcours client, il est agrémenté dans le magasin de façon à pouvoir justement rendre une expérience différenciante par rapport à d'autres acteurs aussi, et aussi par rapport à des attentes de clients qui ont changé, aussi une nouvelle clientèle de travelers qui voyagent, qui est plus orientée. Je crois la dernière étude que j'avais vue en septembre, 68%, c'est une génération Gen Z et Millennials. Donc il faut s'adresser aussi à cette clientèle en répondant à ses attentes, et le Printemps essaye de faire le maximum pour justement offrir cette expérience-là. Donc sur les piliers d'acquisition que nous développons, vous allez voir qu'il y a une part importante avec les partenaires financiers, et c'est pas anodin, puisque je pense que Alice l'a montré, 1,4 milliard d'utilisateurs. Quand on rajoute les autres acteurs comme WeChat Pay, alors on en parle beaucoup d'Asie, mais on a aussi lancé il y a 2 semaines le Crypto Payment. C'est aussi d'autres marchés qui s'ouvrent. Ça relève un peu du fantasme, quand on fait du développement de clientèle, d'avoir des bases aussi importantes qu'on va pouvoir activer pour faire du drive to store. Et en fait, ces piliers d'activation, que ce soit l'hôtellerie, les online travel agencies ou les acteurs aériens ou les réseaux sociaux, nous permettent effectivement d'aller chercher du reach et de la conversion au quotidien au travers d'expériences qui seront customisées en fonction du niveau du partenaire. Donc si vous êtes un palace parisien, vous avez un parcours client qui va répondre aux mêmes attentes. Vous avez pratiquement les mêmes codes, vous avez une réception, vous avez un attaché clientèle, un personal shopper, du service de shopping main libre, un transfert à votre hôtel. Donc on va s'adapter effectivement aux attentes d'un client, aussi bien d'un voyageur qui va voyager en classe éco qu'en first class, et développer toutes ces expériences en fonction. Donc sur la partie wallet, qui est une partie importante, puisque je sévis en Asie depuis 1999, et je pense que ça a été une des révélations en termes d'expérience client. On est dans un univers cashless,
C'était un des CEO de Malaysian Airlines qui me disait à l'époque, il y a plus de 15 ans, qu'il ne fallait pas s'approcher de l'Asie si on n'était pas mobile friendly en termes d'approche et de promotion. Et c'est le cas, hein. Je pense que la Chine avait une belle longueur d'avance avec le déploiement des wallets de paiement qui sont, comme vous avez vu sur la super app Alipay, c'est pas uniquement du paiement, mais c'est tout un univers. Et comme on passe aujourd'hui, on ne va pas compter les heures, enfin l'iPhone nous envoie de temps en temps des notifications sur le temps passé sur votre mobile. Je pense qu'en Chine, on est au-dessus de la norme européenne et c'est ce qui fait que, effectivement, tous ces acteurs-là permettent de pouvoir engager une conversation. Et vous l'avez vu aussi dans le parcours client en amont, avant le voyage, pendant le voyage et en destination. Et donc, ces super apps permettent de communiquer. Donc, c'est des outils marketing, en fait, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un effet de levier important pour pouvoir communiquer à des milliards d'utilisateurs dans le monde et être touchés par la grâce du printemps, puisque c'est notre objectif, c'est de pouvoir avoir de la visibilité, de la notoriété et de faire de la transformation derrière, tout en créant un parcours client qui soit magnifié, fluide, et bien sûr, la cerise sur le gâteau, c'est la transaction, donc qui intéresse aussi bien nos partenaires de paiement que d'autres, quand on parle d'une transaction à plusieurs milliers d'euros en dépenses moyennes. Donc forcément, il y a un intérêt aussi pour tous les acteurs d'être visibles, etc. Et donc pour cela, on crée énormément de parcours. Donc dans les milestones du printemps, 2016, on était le premier grand magasin d'Europe à déployer Alipay. En 2018, WeChat Pay, Alipay Plus en 2022. Et plus récemment, il y a 2 semaines, le crypto payment. Donc je me demandais ce qu'on allait faire en 2024, mais Ludovic m'a apporté les réponses avec Wero, donc le wallet européen, qui est quand même un sujet très intéressant, puisque l'Europe est quand même la première destination, enfin le premier vecteur de tourisme pour la France et pour Paris. Donc c'est un terrain de jeu intéressant qu'on peut capter justement par ce biais-là. Donc le parcours client, effectivement, c'est toujours d'essayer d'améliorer l'expérience client et de pouvoir communiquer sur les wallets de paiement, des différentes offres qui sont cadencées en fonction d'une calendarisation, aussi bien des moments de fête des marchés émetteurs, des périodes de vacances, des marronniers que nous connaissons sur les fêtes de Noël ou d'autres, mais c'est d'aller vraiment toucher le client dans son univers, créer une empathie en disant qu'au moment où on va souhaiter la fête de Chuseok en Corée du Sud, parce que ça fait des moissons en septembre et que c'est une période de voyage et que c'est le printemps qui va en parler et qui va créer une expérience spécifique à cette période-là, forcément le voyageur sud-coréen, quand il vient à Paris, il va penser au printemps. Et surtout qu'on est dans son wallet de paiement Kakao Pay, avec 38 millions d'utilisateurs aujourd'hui. Donc on va pouvoir orchestrer cette communication avec des expériences qui vont être, on va dire, avec des attentions particulières, des cashbacks. Donc il y a énormément de marketing gimmicks qui ont été évoqués, notamment par Alipay. Donc vous les avez sur des taux de change, vous les avez sur du cashback, vous les avez sur un volet transactionnel de paiement, mais aussi sur de la détaxe. Aujourd'hui, vous pouvez créer des incentives de détaxe quand le parcours est effectué d'un bout à l'autre avec Alipay, par exemple. Et donc, il y a un intérêt aussi bien pour le commerçant sur le Drive to Store, il y a un intérêt sur l'upsell pour augmenter la dépense moyenne, et il y a un intérêt pour le client qui est fidélisé sur ces plateformes. Donc, c'est un jeu, on va dire, parce que je suis totalement agnostique au niveau des partenaires, de pouvoir effectivement orchestrer toutes ces campagnes tout au long de l'année et de pouvoir cibler ses clients et faire du Drive to Store au sein du printemps. Donc là, les nouveautés, effectivement, qui nous intéressaient fortement, puisque au-delà de Greater China, vous avez l'Asie du Sud-Est qui sont de très très beaux marchés, et notamment la Corée du Sud aussi. L'ouverture, le déploiement de Alipay Plus, qui embarque Kakao Pay et les wallets aux Philippines, en Malaisie et ailleurs, et Hong Kong, sont aussi des leviers, nous, de communication supplémentaires que ne pourrait pas se permettre si on devait investir des budgets marketing en publicité et autres. Donc, c'est vraiment des touchpoints très importants qui nous permettent d'engager cette clientèle-là. C'est un des leviers majeurs, on va dire, aujourd'hui en Drive to Store. Donc WeChat Pay, on en parle aussi, puisque c'est aussi un acteur important du groupe Tencent. Pareil, hein, chacun orchestre un petit peu les différentes choses. Et la dernière innovation, donc qui n'est pas des moindres, c'est le crypto-paiement sur des wallets de paiement, donc avec Lidzi et Binance. Donc c'est un peu plus complexe qu'un wallet comme Alipay ou le reste, mais grâce à Leaf ou Life,
comme vous voulez. On a réussi effectivement à faire avancer ces sujets-là et donc en fait à être crypto-friendly au printemps depuis 2 semaines pour tout le réseau printemps, avec bien sûr un objectif d'élargir ça à d'autres marques du groupe comme Citadium, parce que là on touche des communautés aussi bien en France et dans le monde qui sont totalement réceptives et qui ont une monnaie volatile qu'on aimerait bien qu'ils dépensent au printemps. Donc là, une petite vidéo de familiarisation qui a été tournée justement pour présenter un peu le crypto payment avec une expérience utilisateur français, donc qui utilise un personal shopper pour faire son shopping et qui peut payer en fin de parcours avec une combinaison de wallet. Voilà, donc l'acceptation du paiement en crypto se fait entre 2 wallets, Lizzy et Binance, que vous connaissez sûrement, qui est quand même un des acteurs majeurs, et donc avec une simplicité d'utilisation qui permet effectivement de pouvoir toucher ces communautés-là, bien sûr toujours avec des offres d'expérience, des avantages clients qui sont proposés. Donc dans l'approche mobile-centric, on crée énormément de contenu pour justement créer cette désirabilité sur la destination, sur le printemps, puisque et là forcément on a un terrain de jeu qui est assez vaste en Asie, mais pas que, mais puisqu'on a un focus wallet et que c'est l'Asie qui mène la danse pour l'instant, en attendant Wiro, on met en avant tous les lieux iconiques du printemps, avec des shootings, avec des KOL assez influents, qui ne sont pas pour faire de l'acquisition de followers, mais de pouvoir proposer à leurs followers, justement, une expérience shopping au printemps. Et donc, cette articulation, ce cross-selling qui se fait entre la création de contenu des réseaux sociaux, puisque certains wallets sont vraiment des réseaux sociaux, hein, Kakao Pay, WeChat Pay ou Alipay, vous avez énormément de chats et d'autres services également. Et la convergence avec le paiement est on va dire, c'est un jeu d'équilibre qui permet effectivement de créer une désirabilité, de mettre en scène des personnages dans des lieux ultra fashion, dans des nouveaux lieux du printemps, d'orchestrer ça aussi avec des marques qui ont aussi un besoin de visibilité. Donc c'est aussi aller chercher, on va dire, une désirabilité de la marque, de pouvoir pousser un peu l'expérience un peu plus loin, même si on en distribue 3500, on va pouvoir arriver à faire un ciblage plus précis par rapport à des marques qui ont une appétence sur certains marchés. Et aujourd'hui, on voit bien l'impact de cette communication au travers des wallets, puisque c'est dans le top 5 des Drive to Store en redemption, puisqu'on a la capacité d'analyser toutes les redemptions qui sont générées par ces acteurs, avec une dépense moyenne qui est élevée. Hein. Je pense que Alipay peut confirmer la performance du printemps sur le sujet, puisque c'est un duo, hein, on travaille de concert pour justement animer les marchés aux périodes clés et susciter toujours l'envie de voyager, de créer des expériences et de faire de la transaction qui est quand même un peu notre vocation aussi à l'arrivée, et bien sûr de fidéliser nos clients pour la suite du parcours. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui et merci pour l'introduction. Merci Emmanuel de nous avoir fait rêver et concrètement toucher effectivement comment les wallets s'inscrivent en fait dans un parcours marchand et comment ils s'inscrivent dans l'animation et la création d'univers. Donc ce que je vous propose, il reste 5 minutes, mais c'était très dense. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'en ai, mais si vous en avez, n'hésitez pas. J'avais une question, Emmanuel. Au travers de l'usage des wallets, ce que je vois effectivement au travers du wallet, notamment Lizzy Binance, tu t'adresses en fait à une communauté bien spécifique. Et c'est pour rebondir par rapport à ce que présentait Alice sur la partie segmentation en fait au sein du wallet. Est-ce que toi, au niveau du wallet printemps ou des acceptations et des interactions avec des wallets, effectivement, notamment Alipay, est-ce que tu utilises cette capacité de segmenter et de créer une animation autour d'une communauté?
Alors totalement, toute l'acquisition qui est faite par les partenariats, que ce soit pour les moyens de paiement ou autres, se fait par rapport à une segmentation des partenaires. Et donc forcément, un client Diamond Alipay a une expérience qui est magnifiée, qui est customisée en fonction de son niveau. C'est les attentes du partenaire aussi. C'est la négo que nous avons et on arrive à segmenter différentes expériences en fonction du niveau du partenaire. Donc les communautés crypto, pareil, ont ce qu'ils appellent dans le jargon les big whales, donc qui ont aussi une offre VIP en fait d'expérience qui leur est dédiée également. Donc c'est chacun, et je pense que Wero aura sûrement la même chose, hein, puisque sur certaines banques, on a de la banque privée, sur les cartes de crédit, c'est pareil, on a du Centurion, du Mastercard World Elite, etc. Et chacun va avoir une expérience spécifique. Donc la base est commune, hein, après c'est quelques éléments de différenciation pour pouvoir justement toucher et optimiser. Et c'est surtout pour ces acteurs-là, c'est de fidéliser leurs clients au travers de la meilleure expérience possible en destination. Et donc c'est là qu'on intervient et qu'on se met en avant justement pour apporter aussi notre contribution en termes de fidélisation pour les acteurs. Merci Emmanuel. Bonjour. Donc en fait, je vois que le wallet se développe avec les avancées dans le digital. Il y a autre chose qui se développe beaucoup avec le digital, c'est la fraude. Et je voulais savoir si vous aviez déjà fait des analyses de risque par rapport à ça. Est-ce que vous aviez déjà des exemples de fraude et qu'est-ce que vous avez mis en place pour lutter contre ça? Et si vous avez des use cases aussi sur qu'est-ce qui se passe en termes d'impact pour l'utilisateur sur une fraude de données, ça m'intéresse. Qui veut répondre? Avec un wallet, comparativement à un moyen de paiement classique, je prends la carte par exemple, on rajoute une couche de sécurité puisqu'on va avoir une connaissance du client qui va être beaucoup plus fine. Et donc finalement, le wallet apporte de la sécurité par rapport aux moyens de paiement classiques. Voilà. Parce que justement, on est toujours connecté, on l'a identifié, on sait ce qu'il fait, on sait où il est, on a le contexte, et qui fait que par rapport à un moyen classique, le niveau est au-dessus. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de fraude, parce que justement, il y a le moyen de paiement sous-jacent qui aura toujours peut-être quelques limites ou quelques faiblesses, mais en règle générale, le service wallet renforce énormément cet aspect sécuritaire. Alors. Peut-être un mot pour rebondir aussi sur cette question qui nous intéresse beaucoup chez EY, c'est qu'on voit, si je reviens à notre toute première présentation sur la structuration des moyens de paiement, la fraude ne porte, j'allais dire jamais, sur le tuyau lui-même, enfin sur le rail lui-même, mais sur le maillon faible qui est de plus en plus à l'extrémité, notamment l'initiateur du paiement, surtout quand on est sur des paiements en temps réel, où une fois que l'argent est parti, c'est parti. Hein. Donc là, la fraude devient assez catastrophique. Et effectivement, un des enjeux, c'est d'analyser le comportement. Et là, la Banque de France a des recommandations toutes récentes destinées aux banques sur le remboursement des opérations contestées, en invitant les banques à s'intéresser à voir si le client était sous influence ou s'il était autonome quand il a donné son autorisation. Donc l'idée, c'est que même si une transaction est autorisée, il va falloir se préoccuper de l'environnement dans lequel se trouve l'initiateur. Donc effectivement, Christophe a raison, le wallet, ça peut être une manière de collecter encore plus d'informations sur le contexte de la transaction. Voilà. Donc un complément à cette réponse. Oui. Bonjour, j'ai une question. Est-ce qu'il est prévu introduire des cartes d'identité dans les wallets? Je pense qu'il sera plus facile de mettre KYC, etc., etc. Ben, effectivement, ça a lien avec la question précédente, en fait. Juste prendre Alipay comme un exemple. En fait, en Chine, on associe avec tous les titres de séjour avec les utilisateurs. Et ce n'est pas comme la carte de crédit. En fait, Alipay de Wallet, aujourd'hui, c'est la carte de débit.
Ça veut dire qu'une fois que le paiement s'est fait, c'est fait. Et c'est pour ça que, en Chine, on a aidé beaucoup à les police stations pour résoudre beaucoup de cases de fraude, en fait. Et tous les banques en Chine qu'on visite de temps en temps pour étudier ça. Et notre montant de pourcentage de fraude, c'est vraiment beaucoup largement dessus de standard de paiement. En dessous, pardon. Voilà. Merci Alice. Merci déjà pour cette présentation. J'ai une question spécialement pour Alice. Est-ce qu'à un moment, Alipay réfléchit à passer sur du NFC? Ou peut-être que c'est déjà le cas, je ne sais pas. C'est une bonne question. En fait, tout au début de déploiement pour le paiement, surtout dans le magasin à proximité en Chine, on a testé tous les moyens, y compris le biométrique, footprint, NFC, tout ça. Finalement, on arrive à la conclusion d'utiliser le QR code parce que le QR code, ça contient de plus d'informations par rapport à d'autres moyens. Et aussi, comme la Chine, c'est très compliqué parce que c'est très grand. Et pour avoir le NFC sur toutes les sortes de mobile phones en Chine, c'est très, très compliqué. C'est pour ça que finalement, c'est déjà activement utilisé par les utilisateurs en Chine. Et les terminaux aussi. Voilà. J'avais une question pour Christophe. Toi qui as l'expérience effectivement du déploiement et de l'interaction avec les marchands, c'est quoi pour toi la meilleure approche, notamment pour travailler avec des marchands, pour intégrer de manière fluide en fait l'usage du wallet dans le parcours d'achat? Est-ce que ça commence en amont par rapport à un parcours que tu étudies avec lui? Comment se fait effectivement ce déploiement d'un wallet comme Leaf chez un marchand? Ça ne se fait pas par hasard. Parce que finalement, c'est de la conduite de changement. Donc, c'est un projet d'entreprise et donc, le préalable à tout ça, c'est d'avoir compris les bénéfices et le potentiel qu'on peut en tirer. Puisqu'après, quand on déploie un projet, ça va être des aspects techniques, des aspects marketing, des aspects de formation, etc. Donc, il y a besoin d'en haut d'avoir la compréhension, la vision pour que le projet se passe simplement. Et après, ça reste des problèmes simples à résoudre une fois que tout le monde est bien aligné et que ça va très vite. Donc, je prends l'exemple de Printemps, mais c'est vrai que c'est une stratégie, c'est une volonté. Les projets vont très, très vite, quoi. Parce que tout le monde est aligné, tout le monde a compris ce qu'il fallait faire, et pourtant ils ont des systèmes de caisse comme les autres, ils ont des CMS comme les autres, ils ont tout comme les autres. Mais voilà, c'est juste, comme disait un personnage célèbre, quand il y a une volonté, il y a un chemin. Merci Christophe. Pourquoi je voulais te poser cette question, c'est quand on a préparé effectivement. Et pour compléter, oui, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a quand même un petit peu de catalogue de types d'intégration, donc on a beaucoup de partenaires technologiques, donc ça accélère forcément sur la distance, parce qu'on a déjà testé plein de choses, validé plein de choses. Donc, tu emmènes un écosystème avec toi. Un écosystème de partenaires technologiques qui ont déjà été éprouvés. Et on a eu la chance de se taper quelques gros marchands, donc on a fait quelques phases nord. Donc, du coup, on est bien équipé. Très bien. Et ces intégrations se font d'un point de vue techno autour de tout ce qui est univers des API pour pouvoir éventuellement intégrer en fait l'interaction du wallet tout au long du parcours. Ouais, on a développé tout un système d'API et d'interface justement pour venir s'interfacer au plus près de là où il y a l'intelligence et l'information, donc pratiquement toujours dans le système de caisse des commerçants. D'accord. Que c'est là qu'il y a le plus de valeur quand on fait une transaction, donc il faut savoir s'intégrer et récupérer les informations qui sont nécessaires, indispensables à mener une transaction complète et riche. J'avais une autre question, parce qu'il faut une question au niveau du panel. Ludovic, c'est quoi les premières réactions au niveau du marché, et notamment vis-à-vis du marchand, de l'arrivée de Wero et le fait qu'il y ait entre guillemets un nouveau moyen de paiement qui est le paiement instantané, par virement, etc. C'est quoi les réactions et quels sont les éléments effectivement qui ont accroché et qui accrochent au niveau des marchands? Alors, tout d'abord, on est surpris, je regarde Laetitia parce qu'elle s'occupe des relations avec les marchands, on est surpris de l'intérêt, et vraiment agréablement surpris de l'intérêt des commerçants pour Wero. Et c'est assez phénoménal, et on a quasiment des commerçants qui se battent
pour être commerçant pilote. Et donc, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Il y a vraiment une dynamique autour de nous, et pas seulement en France, aussi dans les autres pays. Et ce qui les attire, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement les aspects, et c'est pas à négliger quand même, les aspects de souveraineté. Parce qu'à la base, c'était quand même l'un des fondements de pays, c'était de construire une solution européenne qui est vraiment indépendante des solutions internationales. Et pour les commerçants, c'est très important, notamment sur l'aspect de gestion des données. Conserver les données dans un contexte européen, RGPD, etc. Donc cet aspect souveraineté est très important. Et puis évidemment, il y a après tous les aspects plus opérationnels. Donc évidemment, on crée un nouveau moyen de paiement qui est basé sur le SCTINS. Donc l'instantanéité intéresse beaucoup. Potentiellement aussi l'efficacité qui est liée à ça, et aussi le business model. Donc parce qu'on crée un nouveau modèle économique qui va être aussi plus attractif que ce qu'on connaît actuellement sur le marché. Merci Ludovic. Si, bonjour. J'ai une question. Alors sur tout ce qui a gravité autour du paiement, la carte de fidélité, tout ça, c'était très clair. Il y a juste une question sur la partie dématérialisation du ticket. On en a rapidement parlé. Mais comme il y a beaucoup d'acteurs, alors on comprend bien la volonté de tout centraliser, c'est vraiment super rassurant. Mais sur la partie dématérialisation du ticket, alors je suis peut-être un peu profane dans la matière, mais je souhaitais savoir s'il y avait des standards qui étaient mis en place, si en fonction on payait à l'IPN, derrière en fonction des banques, en fonction de l'acquéreur, en fonction du commerçant. Est-ce que c'est très clair? Est-ce que c'est l'application qui fait foi? Merci. La digitalisation des tickets, c'est un marché assez nouveau là, qui arrive justement. Et donc, il y a plusieurs acteurs qui se positionnent juste sur la dématérialisation du ticket. Et donc, par exemple, dans le cas de Live, nous, ce qu'on se positionne, c'est justement récupérer ce ticket dématérialisé par quelqu'un et venir le stocker dans le wallet Live. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir, c'est pareil, c'est un enjeu d'écosystème. Donc, il va y avoir des gens qui sont spécialisés en digitalisation de tickets, comme il y a des gens qui sont spécialisés en accès de fidélité, comme il y a des gens. Et le but du wallet, finalement, c'est d'avoir les bonnes API pour aller chercher dans le parcours toutes ces informations, les récupérer et venir les stocker, soit dans le wallet Live s'il a choisi Live, soit dans le wallet marchand, soit dans le wallet X en fonction de ça, quoi. Donc c'est vraiment cette grand-mère de différentes choses qu'il faut mettre ensemble pour constituer cette solution. J'avais une question pour Alice sur la partie pareil, interaction avec des marchands. Donc Alipay est une super app, donc vous avez un univers extrêmement riche en termes de services, qui au départ effectivement était plutôt développé pour dans le cadre du site e-commerce, Alibaba, etc. Aujourd'hui, comment les marchands utilisent en fait les services de la super app? Est-ce qu'ils l'intègrent dans leur propre parcours, ou est-ce que on est obligé d'être intégré dans le wallet Alipay? Est-ce qu'il y a des liens entre les services marchands, ou est-ce que les marchands publient vos services au travers de leur wallet, par exemple? Alors, il y a beaucoup de façons à faire. Il y a, selon le type de marchand, de différentes catégories, je veux dire. Aujourd'hui, le plus facile, c'est pour les marchands qui acceptent Alipay dans le magasin. Et puis, comme je disais, ils vont automatiquement afficher dans notre application pour nos utilisateurs qui peuvent les trouver. C'est la première chose. Et deuxièmement, comme on a un écosystème assez riche avec tous les outils marketing avec les marchands, donc c'est eux qui peuvent choisir n'importe quel outil pour attirer l'attention de l'utilisateur. Par exemple, on peut lancer des services des taxes avec certains marchands. Aussi, il y a des marketing comme le taux de change. Donc ça, tous les petits trucs, c'est juste une fourchette qui peut choisir n'importe quel outil pour utiliser. D'accord, clair. Une question sur Wero, puisqu'on a évoqué un nouveau modèle économique. Donc je me demandais si on pouvait en dire plus par rapport à celui de la carte, par exemple. Alors, on peut signer un NDA et puis... non, mais l'objectif,
L'objectif, on a fait un benchmark sur tous les marchés, hein, donc au niveau européen. Notre objectif, c'est d'être positionné un peu moins cher que les cartes de manière générale, parce que si on ne fait pas ça, je veux dire, la carte est tellement dominante aujourd'hui sur le marché, ce sera difficile de créer une attractivité. Donc évidemment, voilà, donc par rapport aux autres solutions aussi, et néanmoins, c'est aussi important quand même de garder un équilibre. Donc entre la tarification, alors nous, on n'a pas de tarification directement aux commerçants, hein, donc, puisque la tarification, elle est à l'acquéreur. Et ensuite, comme sur la carte, c'est l'acquéreur qui va faire une offre à son commerçant. Mais c'est quand même important aussi de garder un équilibre entre l'aspect acceptation-acquisition d'un côté et aussi l'aspect émission. Donc il faut qu'il y ait aussi un intérêt pour la banque de pousser ce moyen de paiement auprès de ses clients et d'en faire la promotion. Et donc c'est aussi un modèle économique qui se veut équilibré entre les deux pour que ce soit intéressant pour tout le monde. Voilà. Oui, allô. J'aurais une question plutôt pour pays, donc Ludovic. Aujourd'hui, au début de la présentation, on a mentionné les titres spéciaux de paiement, et notamment le prépayé. Est-ce que aujourd'hui, dans l'espace Wiro, il y a une réflexion autour de ça pour demain s'adresser à d'autres émetteurs que les participants qu'on a rappelés en début de présentation, qui bien sûr, eux, sont déjà dans la course. Et aujourd'hui, il y a d'autres émetteurs, comme les ouais, le groupe Push, voilà, des titres spéciaux de paiement pour le repas. Ouais, merci. Non, mais c'est une très bonne question, merci. Donc, réflexion, oui. En revanche, pour l'instant, on n'a pas encore de date, mais c'est vrai que c'est quelque chose. À chaque fois qu'on rencontre un retailer, ils nous disent ah, mais vous avez bien les titres restaurants? Oui, c'est prévu, mais pas au lancement. Donc, on a bien prévu de l'intégrer. Voilà. Et est-ce qu'il y a certains marchands qui te demandent aussi, est-ce qu'à terme, Wiro intégrera aussi des schemes, cartes? Oui, oui. Bah, ça fait partie des moyens de paiement potentiellement qu'on pourrait ajouter. Et après, c'est quelque chose qu'il faut regarder en fonction des priorités et de la demande du marché, quoi. Voilà. D'accord. Une question pour Emmanuel au niveau acceptation. J'ai vu que vous avez une ambition d'attirer des que de faire du drive to store grâce aux wallets et leur communauté. Comment vous gérez la partie complexité de la multitude de wallets que vous acceptez au niveau, je vois que vous travaillez avec Leaf pour faire une abstraction de la complexité, mais comment ça se matérialise au niveau opérationnel, niveau comptabilité, trésorerie, pour les encaissements? On a de belles équipes finance et IT qui travaillent sur les systèmes de caisse, et c'est encore une fois, c'est un des vecteurs d'acquisition client et de transformation. Donc on arrive à opérer. Alors c'est une bonne question puisqu'on a eu aussi la période Covid où on a fait beaucoup de ventes à distance, donc on a créé du pay by link sur les moyens de paiement. Donc on vendait à des clients aussi bien en France ou à l'international. Donc on a fait encore évoluer, c'était pendant le Covid, on a fait évoluer aussi ces moyens de paiement pour justement accompagner les nécessités du retail sur des périodes données. Donc ça cohabite tant que nos systèmes de caisse tiennent et qu'on a les partenaires pour les développer. Après, c'est surtout la formation de nos vendeurs, de nos forces de vente sur le terrain, parce que ça fait beaucoup de... Mais encore une fois, la simplicité d'un QR code de paiement, quand on est sur un device, permet d'en opérer plusieurs. Ça devient presque instinctif. La question plutôt, c'était au niveau de la remise. Est-ce que vous attendez à vos partenaires de vous faire une seule remise quotidienne ou chaque semaine, ou c'est des différentes remises par mois? C'est moins ma partie, pour être honnête, puisque c'est plutôt les équipes finance qui négocient ça, mais je peux passer la parole à Christophe qui va vous dire ça. Nous, on simplifie la vie de printemps. C'est ça la mission. Donc, en fait, on a tout ça, c'est intégré. Et aujourd'hui, l'intégration technique est la même, la remise est la même à J+1 parce qu'on a tous ces processus en place. Et du coup, pour les équipes printemps, c'est beaucoup plus simple de suivre détail par détail tous les jours tout ce qui arrive en termes de flux. Et pour les hôtesses de caisse, c'est pareil, c'est la même expérience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne demande pas à quelqu'un s'il paye avec une Visa, une Mastercard, une CB, il paye en carte et c'est exactement la même logique. On paye en wallet et du coup, derrière, l'expérience automatiquement va router le flux en fonction des wallets et des QR codes qui sont traités. Il y a un peu de magie dedans.
Merci à vous. Ce que je vous propose, on va s'arrêter là au niveau des questions. En revanche, pour ceux qui souhaitent encore poser des questions, et si nos invités peuvent encore rester, je vous invite effectivement à déjà clôturer cet événement. Merci à vous, merci à nos intervenants. Et on vous donne rendez-vous en épisode 2, a priori en début d'année, autour de FinCrime for Payment. Donc là, on abordera des sujets un peu moins glamour, mais qui sont essentiels pour le trust. Donc voilà, donc vous recevrez notamment une invitation pour la suite. Merci à vous et bonne journée.